Chers et chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour une nouvelle édition du Cycle d'Europe. Et comme vous le savez, depuis sa fondation en 1530, d'ailleurs, on prépare déjà un tout petit peu notre 500e anniversaire, ça va être bientôt. Depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, le Collège de France a toujours été aussi un peu le Collège d'Europe, en accueillant dans l'esprit de l'humanisme des chercheurs, des savants d'autres pays en région de l'Europe. Moi-même, je suis un exemple de ça. Le Collège de France bénéficie aussi d'une longue tradition de réflexion sur l'Europe. En réponse aux crises économiques, sociales, politiques, migratoires, sanitaires et dernièrement aussi militaires qui ne cessent de secouer l'Europe, le Collège s'est engagé avec le cycle Europe à nouveau dans le débat sur l'avenir de l'Europe dans le monde par un biais de cycles de conférences. Et je pense, voilà, je ne vais pas faire ici de l'actualité un peu bon marché, mais si on regarde les résultats qui nous ont parvenus de l'autre côté de l'Atlantique, on se rend compte quand même que cette réflexion est de plus en plus nécessaire. Donc voilà, je pense, on n'a pas besoin d'autres légitimations, mais chaque année, en effet, depuis un moment, des conférenciers sont invités au collège pour penser l'Europe, réfléchir sur ses enjeux. Et le cycle Europe est coordonné par un comité constitué de Samantha Besson, qui est un peu la cheville ouvrière, Vinciane Pirenne, Antoine Lilti, éditeur qui n'est pas là ce soir, et moi-même. Il bénéficie aussi du soutien de la Fondation du Collège de France. Et ce cycle, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, a commencé en 2020-21 par des conférences de Luc van Middelaar sur l'Europe géopolitique. Dans la suite, de nombreux thèmes ont été couverts comme les deux Europes, l'Ouest et l'Est, paix et pouvoir en Europe, l'Europe démocratique. Mais il manquait jusqu'à maintenant une réflexion sur le rapport de l'Europe à l'Afrique. Et c'est justement ce thème qui a été retenu pour l'année universitaire 2024-2025. Comme d'habitude, ce thème sera traité par deux conférenciers, ou conférencières, et nous sommes très heureux que la professeure Olivette Otele a accepté à nous faire bénéficier de ses compétences, de ses points de vue sur cette question. Olivette Otele occupe une chaire intitulée « Histoire et mémoire de l'esclavage » à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Son domaine de recherche est l'histoire coloniale et postcoloniale et les études sur le mémoire. Elle est titulaire d'un doctorat de l'Université de Sorbonne, de l'autre côté de la rue, sur le sujet « Mémoire et politique, l'enrichissement de Bristol par le commerce triangulaire, objet de polémique » que vous avez soutenu en 2005. En 2018, Madame Otele devient la première femme noire à être professeure d'histoire dans une université au Royaume-Uni. Et concernant sa nomination, j'espère que c'est vrai, je l'ai trouvé sur Internet, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais vous aurez dit qu'en effet, que vous espérez que cela ouvrira la porte à de nombreuses femmes qui travaillent dur, et plus particulièrement aux femmes noires dans le monde universitaire. En 2022, Madame Otele a reçu un doctorat honoris causa en droit de l'Université Concordia de Montréal, au Canada. Elle est membre de l'Académie royale d'histoire, dont elle a été la vice-présidente, membre de l'Académie du Pays de Galles, The Learned Society of Wales, et ancienne membre du jury du prestigieux prix littéraire international Man Booker Prize. Elle écrit régulièrement pour le Guardian, contribue au débat à la BBC, au Times, New Yorker, dans Elle, Vogue, etc. Et vous êtes également présentatrice et consultante pour des films et des documentaires. Parmi les nombreux livres, je voudrais citer l'histoire de l'esclavage transatlantique britannique, des origines de la traite transatlantique aux prémices de la colonisation en 2008, une histoire des Noirs d'Europe de l'Antiquité à nos jours, c'est une traduction de l'anglais 2022, et Post-Conflict Memorialization, Missing Memorials, Absent Bodies 2021. Vous avez aussi contribué au projet Cotton Capital to Guardian en tant que consultante sur la question des réparations associées à la traite transatlantique. Donc votre cycle de cours que vous allez ouvrir dans une minute est intitulé « Histoire des mémoires des Africains européens de l'Antiquité à nos jours », un cycle de 4 conférences
qui aura pour but d'explorer les histoires, les expériences des personnes d'ascendance africaine, afin de comprendre de quelle manière leurs trajectoires sont intimement liées à l'histoire de l'Europe. Madame Otele examinera les changements liés aux perceptions, aux représentations des personnes d'ascendance africaine au fil des siècles. Elle portera ensuite aussi un regard critique sur la manière dont leurs histoires ont été concentrées sur la période coloniale et la manière dont le préjugé de couleur est devenu central dans la notion de race. Ces communautés, souvent perçues comme des victimes, ont cependant réussi à émerger des traumas au travers des diverses pratiques mémorielles qui seront également examinées. La question des héritages du passé pour le présent sera également abordée, notamment autour des enjeux mémoriels, des réparations du corps comme lieu de lutte politique, mais aussi comme outil de guérison du trauma. Je vous donne la parole maintenant, je suis très content que vous soyez là. Et il y a un petit rituel, vous connaissez bien le rituel, il faut que je le sorte. On vous remet, après je vais le remettre. Mais comme ça, une petite médaille du Collège de France en reconnaissance de votre venue et en petit guise de remerciement. Merci beaucoup et je vous donne la parole. Merci. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens à vous remercier d'être là, d'avoir pris le temps de venir m'écouter après une dure journée de labeur. Merci au président Romer ainsi qu'au Collège de France et en particulier aux professeurs Samantha Besson, Edith Heard, Antoine Elti, Pierre Delforge, Viciane Pierre Delforge. C'est un honneur immense d'être ici ce soir. Je voudrais aussi remercier la Fondation Hugo pour son accueil vraiment chaleureux et toute son équipe. J'ai dit que c'était un honneur d'être là. Je voudrais aussi rajouter que le Collège de France porte des valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire l'accès à l'éducation pour tous. Donc, ces cycles sont ouverts à tous. Et c'est très important pour moi parce que c'est l'accès à l'éducation qui m'a donné envie de devenir enseignante. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Au cours des 5 dernières décennies, les études sur l'histoire des personnes d'ascendance africaine ont surtout mis l'accent sur la question des flux migratoires. Utile et voire même crucial, surtout à mesure que la forteresse européenne ferme ses frontières face à ce qui est parfois perçu comme une évasion du sud vers le nord. Ces études ont cependant bien souvent présenté la présence des personnes d'ascendance africaine en Europe comme étant un phénomène relativement nouveau, un phénomène qui remonterait soit à la période de l'après-guerre, soit à l'époque de l'esclavage colonial transatlantique. Bien avant ces études, le monde des arts s'était déjà penché sur la question de la présence africaine en Europe et d'une manière bien particulière. Alors, je n'ai pas traité de cette question au travers de l'art dans mon livre, donc je voudrais en profiter pour parler de ça ici ce soir. Alors, même si j'utilise le terme « présence africaine », en Europe, mon analyse va cependant au-delà d'une simple présence. J'ai nommé ces personnes des Africains européens. Pourquoi ? J'ai voulu faire un clin d'œil à la France et à son attirance pour les Afro-Américains, en même temps que la critique presque continue qu'on a en France envers les États-Unis. Ce tiraillement entre une certaine attirance, voire une certaine fascination pour les États-Unis et les Noirs américains, notamment dans le domaine de la musique, du sport, qui s'accompagne aussi bien souvent d'un refus des idées et analyses sur la question raciale venue des États-Unis. Je pense qu'il y a quelque chose à étudier là. Je reviendrai donc brièvement sur ce point. Ceux que j'ai choisi d'appeler les Africains européens ont joué un rôle important dans l'histoire européenne. C'est un rôle qui va au-delà de l'exotisation des corps noirs. Je vais aussi en parler plus loin. Revenons d'abord au monde des arts. Les arts ont représenté la présence des Africains européens pendant des siècles, et cela bien avant que l'histoire de la traite transatlantique ne situe ces corps noirs dans les espaces européens. Le monde des arts a fait cela même lorsque les récits, les vécus,
les trajectoires de ces personnes ont été oubliées ou effacées des livres grand public ou de certains livres d'histoire. Les artistes ont établi des ponts entre l'Europe et l'Afrique en ouvrant la porte à des formes de représentation très intéressantes, notamment dans le domaine des arts plastiques, c'est-à-dire la sculpture, la peinture, le dessin, etc. Les historiens de l'art ont eux aussi énormément contribué à ces recherches sur les histoires de ces Africains européens, même s'ils étaient bien souvent appelés Africains, rarement Européens, et même lorsqu'ils ou elles sont nés ou ont eu des ancêtres qui sont nés sur le sol européen. On peut donc dire qu'il y a eu une réduction voulue ou non, une réduction historiographique. Je veux tout de même réitérer le fait que oubli ou amnésie partielle de certaines histoires ne doit pas nous faire oublier le fait que les études sur les immigrations en provenance de l'Afrique continuent de nous enrichir de par leur profondeur et de par leur diversité. Je tiens juste à souligner qu'il y a une histoire bien plus longue, plus complexe, du regard européen sur des personnes d'ascendance africaine. Cette longue histoire nous permet de saisir l'importance des expériences individuelles fascinantes et des rencontres entre diverses cultures qui méritent d'être connues et même d'être enseignées. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi j'ai choisi de faire une présentation sur les histoires des personnes d'ascendance africaine en utilisant le regard européen, ou plutôt en utilisant les arts, et les arts européens en particulier, notamment dans le cas présent, les peintures de grands maîtres. Finalement, en faisant cela, ne serais-je pas en train de reproduire des mécanismes d'analyse autocentrés? Ne suis-je pas en train de fétichiser, d'exotiser, voire d'érotiser ces Africains européens, de la même manière qu'ils ou elles l'ont été des siècles auparavant? Je rappelle que le terme négrophile utilisé par les artistes avant-gardistes vers la fin du XIXe siècle et qui continue au moins jusqu'à l'entre-guerres renvoie à la fascination que ces artistes ont eue pour la culture dite noire. Cocteau, Apollinaire, Picasso et bien d'autres. Ces mouvements avant-gardistes, bien souvent porteurs de stéréotypes raciaux, ont été critiqués par des intellectuels caraïbéens, africains, européens. Je pense par exemple aux sœurs Nardal entre les deux guerres, dans leur fameuse Revue du monde noir entre 1931 et 1932. Pourquoi est-ce que je m'attelle tout de même à utiliser un regard que l'on pourrait qualifier d'eurocentré? Je n'ai pas de réponse définitive à cette question. Je vous rappelle tout de même que je suis une enfant de la République et que les jalons de mon parcours intellectuel ont été posés par la France, ses rejets, son idéal républicain, sa fascination pour autrui et en même temps son rapport ambigu à l'Africain et à l'Africaine. Oui, nous apprenons à porter un regard, en tout cas l'école de la République nous a appris à porter un regard critique, à pousser l'analyse plus loin. Mais peut-on vraiment se dissocier de son objet de critique sans en devenir porteur d'une manière ou d'une autre? En d'autres termes, toute critique sert toujours un peu les intérêts de l'objet en ce qu'elle met le dit objet sur un piédestal, même si le but est de le descendre de sa position élevée. Il faut donc chercher des éléments de réponse ailleurs. Je pense que la question j'ai mis positionnalité, mais positionnement marche aussi, souvent négligée au nom d'une soi-disant impartialité du chercheur, doit être brièvement analysée. Une impartialité dite universelle, qui soi-disant nous permettrait d'éviter les écueils du manque d'objectivité, peut nous renvoyer à cet universalisme franco-français. Je clame haut et fort la partialité et je dis qu'elle peut donner lieu à des études tout aussi rigoureuses. Je pense donc que, ici, la positionnalité du chercheur est centrale. Je m'explique. En tant que personne d'origine africaine, vivant dans le Nord global, Global North, c'est-à-dire en Europe, ici, je ne peux pas clamer que je suis une chercheur du Sud, strictement. Mon approche est celle d'une universitaire nourrie à la sauce française et travaillant sur des modèles de déconstruction franco-français, mais aussi anglo-américains. De fait, mon analyse suit des schémas intellectuels de la diaspora
avec en arrière-plan des questionnements, ou du moins des mécanismes de questionnement diasporiques européens. Alors, plutôt que de lutter contre cela, ces héritages culturels divers se permettent en fait une approche différente, je pense, et j'espère qu'elle est enrichissante. Je revendique donc cette identité qui n'est pas nécessairement acceptée ou même clairement comprise ou encore bien définie en Afrique et en Europe, en raison peut-être des limitations intellectuelles qui opposent bien souvent l'Afrique à l'Europe. Qu'est-ce que l'Afrique? Qu'est-ce que l'Europe? Nous savons que l'identité européenne s'est formée aussi en opposition avec le reste du monde. Mais ceci a été un très long processus. Historiquement, les contours n'étaient pas aussi clairs entre l'Europe et l'Afrique il y a de cela des millénaires. La deuxième raison pour laquelle la question du regard, la question du positionnement sont importants dans cette présentation, c'est parce que, pour citer l'homme blanc catholique qui était Michel de Certeau, je suis en fait fascinée par les silences flagrants qui ont fasciné l'histoire européenne et la manière dont elle a exclu les personnes d'ascendance africaine. Ces silences ont laissé des résidus, comme écrivait Michel de Certeau, les silences aux abords du discours. Alors j'ai une relation un peu bizarre avec Michel de Certeau, mais bon, je le cite quand même. Ces silences, pourtant résidus qui flottent à la périphérie du champ discursif, ont été continus et continuent de rester tapis aux confins de la mémoire culturelle, parfois visibles à travers les pratiques culturelles, à travers la représentation exotisée des corps noirs. Je mentionne le champ discursif pour faire entrer une pensée foucauldienne ici. Oui, j'aurais pu éviter Michel de Certeau, j'aurais pu éviter Michel Foucault, mais bon, je vous rappelle que j'ai été aussi nourrie à la sauce foucauldienne, bourdieusienne, et historiquement, je me réclame de la pensée de Marc Bloch, Maurice Alvax, Joseph Kizerbo, Eddie Kiambokolo, Anna Julia Cooper. On ne se refait pas. Hein. Mon positionnement s'est construit en opposition et a été aussi nourri de ces grands noms. Donc la pensée de Foucault sur la relation de pouvoir est assez importante ici, notamment la notion de champ discursif du pouvoir qui va bien au-delà du récit et de ses silences. Le champ ou les champs discursifs mettent en lumière les dialogues forcés et tendus entre les dites périphéries et le centre, et au cœur de tout cela, la question du pouvoir, partagé ou non. Alors, centre et périphérie, comme l'a été entendu et décrit par Stuart Hall, c'est-à-dire le centre et la périphérie sont des zones assez fluides, assez poreuses aussi. Alors, je parle de périphérie et centre, de minorité-majorité, mais au quotidien, nous savons tous que les relations entre divers groupes dits ethniques en Europe sont beaucoup plus fluides. C'est l'une des nombreuses raisons pour laquelle j'ai choisi de troubler les marqueurs identitaires dont on a l'habitude de parler et d'utiliser le terme africain-européen. Alors, je parle du pouvoir au sens large, mais ici, surtout le pouvoir que l'on peut avoir à dire sa propre histoire. Le pouvoir des populations d'ascendance africaine à pouvoir ou non narrer leurs propres expériences. J'ai choisi de dire cette égo-histoire en biais au travers du regard des grands maîtres. Le dialogue que l'artiste a avec son public a bien lieu, et c'est à cause de ces grands maîtres, ces grandes peintures, que j'ai eu envie de retracer les histoires de ces Africains européens. C'est en raison de plusieurs trajectoires que je me suis sentie obligée d'écrire ce livre que j'ai intitulé, ce n'est pas son titre original, mais je reviendrai dessus, « Les Africains d'Europe », l'histoire des Africains d'Europe, enfin les Noirs d'Europe. Le titre est un peu provocateur, African Europeans, Africains européens, car au-delà des rencontres, il s'agit aussi de la manière dont le regard a fasciné les identités, les a déformées ou a fourni un écrin à celles-ci pour se transformer ou se reformer. Je voulais commencer, oui, donc les identités, comme vous savez, elles sont fluides, elles évoluent au fil du temps. Je voulais commencer de manière provocatrice par l'Empire romain, parce qu'il semble être la clé de l'identité européenne, ou plutôt, il a été utilisé comme marqueur identitaire important.
J'ai donc choisi de commencer avec Rome parce que ce marqueur est le fruit d'une mise en scène mémorielle destinée à construire une mémoire collective. Le philosophe américain Cornel West a écrit sur l'invention du canon de beauté au XVIIIe siècle et a expliqué comment au XVIIIe siècle, Rome est devenue le berceau de la civilisation européenne. C'est donc dans cet esprit que j'ai voulu me tourner vers Rome, mais regarder la construction des mythes, la construction d'un récit collectif qui fonctionne comme une mise en abîme, c'est-à-dire un lieu qui produit des processus destinés à cimenter les identités tout en excluant d'autres. Je pense notamment à la manière dont les mutations culturelles sont gérées à l'époque romaine. Donc, on dit que Rome, le berceau de l'identité européenne, tout ça. Mais en fait, si on regarde l'Empire romain, je parle de l'Empire, pas avant ou après l'Empire, c'est-à-dire entre 27 avant Jésus-Christ et 476, cet Empire romain est très multiculturel. La meilleure façon que j'ai trouvé de décrire l'idée de mise en abîme du récit historique est à travers cette peinture. Alors, voici un tableau de Johann Gump, se regardant et se représentant. C'est bien sûr pour moi une métaphore puissante qui illustre la manière dont nous choisissons, écrivons et transmettons certaines histoires plutôt que d'autres, et la manière dont nous transformons ces histoires en canon. Tzvetan Todorov parle de légitimation du passé et de sacralisation de l'histoire. En d'autres termes, parce que ça s'est passé il y a très longtemps, la personne, le moment, l'événement deviennent précieux et précieuses. On va s'atteler à tout faire pour là ou les préserver. Je pense notamment aux statues et aux débats qui ont lieu sur la nécessité d'en préserver certains, sans qu'il y ait vraiment une compréhension du contexte dans lequel ces statues ont été érigées. Alors, je ne dis pas qu'il faut les démanteler, j'ajoute que de temps en temps, ce serait bien d'étudier le contexte dans lequel ces statues ont été érigées. En fait, cette sacralisation du passé dont parle Todorov a été utilisée comme outil. Et je pense notamment à la construction d'un récit national, à la cohésion nationale, un outil qui a permis une construction d'une certaine mémoire collective. Et je pense à Ernest Renan et à la construction de l'identité française au XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, c'est une discussion différente, mais tout aussi importante. Je voudrais ajouter que cette exclusion et cette sacralisation entraînent un type très spécifique des mémoires qui devient partie intégrante de l'identité des gens. La sacralisation conduit au souvenir à travers des pratiques commémoratives ou des coutumes qui sont devenues partie intégrante de notre identité nationale. Donc, on va avoir des rituels de commémoration, etc., qui vont renforcer cette idée qu'on le fait, le vivre ensemble, on se souvient ensemble, etc. Tout ça participe à une mémoire collective. Bon, c'est de là, de cela qu'est fait en fait la mémoire culturelle. Je vous invite à lire Yann et Aleida Azman. Alors revenons au grand maître et à ces images des Africains européens. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la légende de Saint-Maurice. Eh bien, Saint-Maurice, pour ceux qui ne connaissent pas, était un soldat né dans la région thébaine, Thèbes, qui est aujourd'hui l'Égypte. Il était également un soldat romain, car au IIIe siècle, l'armée romaine contrôlait des territoires qui s'étendaient de l'Égypte à ce qui est aujourd'hui appelé la Libye, le nord de l'Italie et encore plus haut. On pense que Maurice s'est enrôlé dans la légion thébaine qui y était postée. Il aurait été envoyé pour écraser une insurrection en Gaule en tant que commandant des troupes romaines, et on lui aurait demandé de veiller à ce que ces troupes paient leur dû au dieu Jupiter avant la bataille, comme cela a été exigé de tous les soldats romains. Il a d'abord refusé. Il a d'abord accepté, mais ensuite a changé d'avis, peut-être pour des raisons qui pourraient être liées à la liberté religieuse. L'empereur Maximien a envoyé des troupes pour arrêter Maurice et certains de ses fidèles et ses soldats. Les origines de Maurice ont fait l'objet de nombreuses études. La plupart des volumes tentent à s'intéresser à la transformation de la légende au fil du temps, mais un nombre plus modeste d'études examinent les fondements, les origines de cette légende. La légende de Maurice s'est transformée. Il est devenu un martyr dont l'histoire s'est étendue et a atteint la région du Rhin, en Allemagne. Et au XIIIe siècle, à Magdebourg, en Allemagne, une statue de Maurice a été érigée.
Il s'agit d'une statue d'un homme noir qui existe depuis le XIIIe siècle, parce que pour beaucoup de gens, Maurice symbolisait et continue de symboliser le courage, le christianisme, le défi contre l'oppression, et reste une statue importante à Magdebourg. Maurice est bien connu, mais d'autres personnes d'ascendance africaine ont eu des rôles importants en Europe sous la domination romaine. En fait, l'Empire romain compte une longue liste d'Africains européens prestigieux qui occupaient des positions parmi les plus puissants. Par exemple, le puissant grammairien Cornelius Fronto, également originaire d'Afrique, qui est devenu un enseignant influent. Il a été nommé tuteur personnel de 2 hommes importants qui deviendront des empereurs. Il s'agissait de Marc Aurèle et de Lucius Verus. Donc, en examinant les trajectoires de certains Africains européens, on s'aperçoit qu'il existait un réseau d'intellectuels, politiciens, d'enseignants africains européens qui circulaient en Europe à l'époque romaine. Maintenant, au niveau du regard que l'on a porté sur Maurice, dans toutes les peintures, Maurice est représenté comme étant, enfin, dans la plupart, comme étant un Africain. Ses traits ont été conservés. Alors, le retable de Stéphane Lochner, en 1440 à Cologne, le retable de Rogier van der Weyden, et plus tard l'Adoration des mages d'Albrecht Dürer rassemble l'histoire des 3 mages avec la figure de saint Maurice. Dans chacune de ces peintures, l'un des 3 mages, soit Balthazar, soit Caspar, est devenu un berbère, un Maure ou un Africain. La vénération des mages et celle de Maurice se confondent dans le tableau de Lochner, où l'on voit l'Africain portant un drapeau Maurice. Donc, il existe un drapeau appelé le drapeau de Saint-Maurice. Balthazar apparaît comme un mage noir dans plusieurs peintures, comme celle de Bartholomeus Brun, l'Ancien et d'autres maîtres au XVIe siècle. Tandis que Maurice, ici vous le voyez, apparaît à nouveau dans la peinture de Matthias Grunwald de la rencontre de SS Erasmus et Maurice, XVIe siècle. La vénération de Maurice et de ses mages se poursuit et conduit à de très nombreuses représentations locales de ces personnages dans le territoire allemand, mais aussi ailleurs. D'ailleurs, alors que Dürer travaille sur ces mages, son intérêt pour les personnes d'ascendance africaine se manifeste dans d'autres peintures et dans des dessins en particulier. Ah, donc voilà, j'ai sauté ça. Par exemple, nous avons ici un beau dessin d'une jeune femme de 20 ans appelée Katharina. Nous ne savons pas si elle était asservie ou non. On nous dit qu'elle était identifiée comme étant une Maure. Alors, ce qui voudrait dire africaine du Nord, mais quelquefois Maure, le terme Maure était aussi utilisé pour décrire des personnes du sud du Sahara. Elle aurait très bien pu être une servante, c'est-à-dire une femme libre qui travaillait pour gagner sa vie. Car les Africains européens étaient aussi des hommes, des femmes et des enfants libres au XVIe siècle en Europe. On sait qu'elle vivait à Anvers, chez un marchand portugais du nom de João Brandão. Alors, ces représentations des origines, de l'apparence et de la couleur des personnes d'ascendance africaine dans les arts médiévaux et modernes pourraient être interprétées comme une acceptation de l'altérité. À côté de ces représentations, le lien entre noirceur, couleur de peau, à cette époque, n'était pas lié aux questions morales. En d'autres termes, ce ne sont pas parce que ces personnes sont noires qu'elles sont automatiquement, comme elles le deviennent au XVIIIe siècle, diaboliques, malsaines, paresseuses, etc. Tous les stéréotypes qui apparaissent à mesure que l'Europe s'enrichit grâce au commerce dit triangulaire, c'est-à-dire la traite des Noirs. Alors, jusqu'à présent, à part Katharina, je vous ai surtout montré des images d'hommes. Eh bien, on va un petit peu changer ça. Mon livre African Europeans est sorti en 2020 et bien souvent la question qui revenait était où sont les figures féminines ou alors on me demandait de parler des reines de Méroé. La plupart des gens voulaient en savoir plus sur Saint-Maurice, sa vie, sa légende, ou alors on voulait que je parle de Septime Sévère. Je vais un petit peu en parler vers la fin. Ce point fait vraiment écho à un problème que j'ai rencontré en travaillant sur les histoires des Africains européens. Où se trouvaient les voix féminines et comment pouvais-je m'assurer que ces voix de femmes africaines européennes étaient entendues? Certains d'entre vous ont probablement entendu parler des dirigeantes puissantes
comme les fameuses reines de Méroé qui ont dirigé le royaume Kouch, c'est-à-dire les territoires qui sont maintenant aujourd'hui au sud de l'Égypte et au nord du Soudan. Mais je voulais mettre quelqu'un d'autre sur le même plan que Maurice. Je voulais parler d'un personnage connu mais rarement évoqué dans nos discussions contemporaines sur la présence noire dans les temps anciens. Bien qu'elle n'apparaisse pas aussi souvent dans les peintures européennes que Saint-Maurice, j'ai voulu parler de la reine de Saba. Elle apparaît principalement dans les peintures et les arts éthiopiens, ainsi que dans les études de la Bible et du Coran. Elle apparaît également dans les livres des rois, la Bible, 10, versets 1 à 13, et 2e Chronique, 9, versets 1 à 12 de la Bible, ainsi que dans la Sourate 27, versets 23 à 44 du Coran. Ici, vous voyez 2 images différentes de la reine. Et chose intéressante, celle qui se trouve actuellement en Éthiopie remonterait au XVIIe siècle. Il ne semble pas y avoir de représentation antérieure, pourtant, c'est là que la reine semble avoir été l'une des premières sources d'inspiration pour beaucoup de gens. Dans la Bible, elle est présentée comme une riche monarque qui a eu vent de la réputation et de la richesse du roi Salomon et a décidé de savoir si ce roi était vraiment aussi sage et intelligent que l'on pensait. C'était en tout cas la réputation que Salomon avait. Dans le Coran, Salomon reçoit des informations sur la reine de Saba et menace d'envahir ses terres et ses sujets si ceux-là ne cessent de pratiquer ne cessent leurs pratiques religieuses, notamment celles qui consistaient à vénérer divers dieux. Alors, les 2 histoires parlent de la conversion de la reine à une religion monothéiste et sa soumission à la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, son nom est changé en reine du Sud. Luc 11, verset 31, Matthieu 12, verset 42. D'autres transformations de son histoire se trouvent dans la version araméenne du livre d'Esther, qui est entre 500 et 1000, où Salomon envoie plutôt une huppe à la reine pour lui ordonner de se rendre à son palais. La rencontre prend un nouveau tournant lorsque, en traversant un seul en verre, c'est ce que nous disent les légendes, en traversant un seul en verre, la reine de Saba remonte son vêtement, montre ses jambes velues. À partir de ce moment-là, Saba est associée au démon, car une pilosité importante, les poils, étaient généralement attribués aux hommes et aux démons. Dans ce cas, cela indique également, c'est comme ça que cela a été interprété, que les femmes étrangères qui adoraient différents dieux étaient dangereuses pour la structure familiale et l'ordre social, car c'était le rôle de la femme de veiller à l'éducation des enfants et au bien-être de la famille. La représentation ou les représentations de la reine de Saba dans l'art européen présentent également des interprétations intéressantes de l'altérité. Selon de nombreuses lectures médiévales du cantique ou des cantiques 1-5, c'est la reine de Saba qui déclare à Salomon, entre guillemets, « Je suis noire et belle ». Cependant, dans une sculpture de la reine datant du XIIIe siècle située sur le portail Sainte-Anne de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le roi Salomon et Saint-Pierre entourent la reine. Ils sont tous les 2 de la même couleur, c'est-à-dire la couleur de la pierre, blanc. Plus tard, à gauche, dans le tableau de Lavinia Fontana, la visite de la reine de Saba au roi Salomon, est-ce que j'ai bien le... Oui, c'est ça. Produit en 1600, elle est à nouveau blanche. Donc, la fluidité de la couleur de la reine contribue à la perception selon laquelle l'altérité n'avait peut-être pas d'importance dans le cas des Africains ou des Africaines, des femmes qui étaient au sommet de l'échelle sociale, c'est-à-dire qu'elle était noire, elle était blanche, etc. Ça n'avait pas nécessairement d'importance. Ce qui était important, c'était l'échelle sociale, c'était leur situation en tant que monarque. Au cours des siècles suivants, les récits de la rencontre entre Saba et Salomon mêlent les traditions juives et musulmanes au folklore européen, qui représentait Saba comme une tentatrice, comme étant mi-serpent, mi-femme, étant une créature qui chercherait à séduire les hommes et à ruiner leur vie. Par une tournure intéressante, les histoires musulmanes, selon lesquelles la reine était à moitié serpent, se transforment aussi. Alors, Saba devient Lilith, ce personnage mésopotamien que l'on retrouve dans le mythe
dans la mythologie juive. Lilith, qui aurait, pour certains d'entre vous qui le savent, aurait été la première femme d'Adam et a fini aux enfers, est devenue l'épouse de Lucifer. En tout cas, il y a eu une transformation de Saba en tous ces personnages, et ces histoires de Saba ont été transformées, diffusées dans la littérature européenne. La littérature du XIXe siècle utilise également la figure de la reine de Saba, notamment le roman de Gustave Flaubert, La Tentation de Saint-Antoine, en 1874. L'artiste Odilon Redon a réalisé une illustration de la reine de Saba, qui nous présente une femme nue dont les traits suggèrent un double héritage et rappelle la représentation à droite de Baudelaire et sa muse Jeanne Duval, lascive, exotique. Les références de Baudelaire à la Bible dans sa poésie se concentraient sur l'idée de tentation. La description de Jeanne dans Le serpent qui danse, qui vient dans Les fleurs du mal, 1857. Tout ça nous renvoie à la reine de Saba en tant que tentatrice africaine-européenne. Maintenant, je pourrais bien sûr prendre aussi d'autres exemples, vous parler de d'autres femmes dans l'art européen qui ont une influence religieuse, mais elles mériteraient toutes, je pense, une présentation. Je tiens cependant à mentionner un groupe en particulier. Il s'agit des Vierges Noires. Elles ont eu et continuent d'avoir un rôle symbolique et religieux important en Europe. Leur existence en Europe, et notamment Notre-Dame de Montserrat ou la Vierge de Montserrat en Espagne, la Vierge Noire en France, en Pologne, doivent être analysées. Il existe plus de 400 statues de Vierges Noires en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Alors, on a dit que la couleur venait de la peinture, etc. Bon, franchement, ça mériterait toute une présentation. Je voudrais juste dire que ces madones nous disent quelque chose de crucial sur les trajectoires religieuses africaines, européennes, la place de la femme dans l'Église chrétienne, de la femme noire en particulier, à partir du XIIe siècle et du XIIIe siècle. Je voudrais passer à un autre personnage historique important pour qui je porte un intérêt tout particulier, car son histoire lie Rome à la Grande-Bretagne. J'ai mentionné au début de la présentation Septime Sévère. Je ne m'étendrai pas sur lui, mais je ne peux m'empêcher de partager ces images de cet empereur romain, africain, qui a l'air, j'allais dire féroce, non, pas vraiment, mais bon, un petit peu quand même. Il est né à Leptis Magna, l'actuelle Libye, en 145. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de sa conquête de la Grande-Bretagne et du fait qu'il est mort à York, une ville du nord de l'Angleterre. Je porte un intérêt particulier à Septime car son histoire n'est pas enseignée dans les écoles anglaises, dans les écoles britanniques. Et pourtant, il était tout aussi important que Néron ou César. Il a mené la conquête de la Grande-Bretagne. Il est le père de Caracalla, notre empereur fascinant et odieux. Et surtout, il a clamé haut et fort son identité africaine européenne, son identité et son allégeance à Rome. Voici quelques images de Septime. Oui, nous sommes, je l'appelle par son prénom. Alors, ces images viennent du British Museum. On voit donc sur le panneau datant d'environ 200 après Jésus-Christ, Septime à droite, avec sa femme Julia Domna et leurs deux fils. On n'a plus l'image des fils. Et la famille va voyager avec Septime quand il va à la conquête de la Grande-Bretagne en l'an 208. Avance rapide, au XIVe siècle. Il y a eu beaucoup d'autres gens, mais je saute un petit peu. Nous avons l'histoire d'Alexandre de Médicis, dont le cousin était le pape Clément IV. Certains disent qu'en fait, il s'agissait de son père. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de la famille de Médicis, mais je voudrais juste vous dire que de nombreuses séries télévisées, etc., vous en avez probablement vu sur la famille de Médicis. Eh bien, on dit qu'Alexandre était issu d'un double héritage. Sa mère était une femme noire, africaine. Alexandre est devenu le tout premier duc de Florence, une puissante république du sud de l'Europe. Son règne a été controversé et il finit par être assassiné par son cousin, un cousin jaloux, à l'âge de 27 ans, en 1537. Il y a beaucoup de choses à dire sur sa vie, mais l'une des choses que j'ai trouvées les plus fascinantes est la manière dont il a été représenté.
Le chercheur John Brackett a utilisé des portraits d'Alexandre pour montrer à quel point son image et les interprétations de ses origines ont varié. Toutes les représentations picturales ont été faites après sa mort. Un portrait de 1534 réalisé par Giorgio Vasari montre un duc dont les traits sont plus proches de ceux d'un homme d'origine européenne, avec un nez aquilin, des lèvres fines, bien qu'il y ait toujours des cheveux bouclés et la peau bronzée. Une miniature de l'atelier d'Agnolo Bronzino, peinte après 1553, représente Alexandre avec des cheveux bouclés, des traits proches de ceux des personnes d'ascendance africaine. Dans un portrait de 1585, provenant de l'atelier de Girolamo Macchietti, il est vêtu richement. Ses traits restent relativement similaires à leur présentation dans le portrait précédent. Malgré ces disparités, Brackett affirme que l'appartenance ethnique de la mère d'Alexandre ne faisait pas l'objet d'attaques lorsqu'il était vivant. Il s'agissait plutôt de sa place dans la société et les moqueries de ses détracteurs qui disaient qu'il était enfant illégitime, qu'il était, je cite, un tyran, cruel, un monstre, un meurtrier. Je me suis intéressée à la littérature sur Alexandre dans mon livre, et je ne vais pas m'y attarder, mais je tiens juste à dire qu'il est et reste un personnage fascinant qui a inspiré plusieurs peintures. Alors, en tant que jeune fille scolarisée à Paris, j'ai, comme beaucoup de gens, étudié longuement la pièce d'Alfred de Musset, Lorenzaccio. Je n'ai absolument pas connaissance qu'il y ait eu mention du fait qu'il était aussi africain-européen ou d'ascendance africaine. Alors bien sûr, Lorenzaccio est une œuvre de fiction, donc Musset n'était pas du tout obligé de parler de sa double identité. Mais tout de même, ce silence fait écho aux ouvrages qui ont été écrits après la mort d'Alexandre et qui tentent à gommer sa double identité. Et certains affirment même que sa mère aurait été en fait, tout ça ne serait-ce qu'une lubie, et que sa mère serait une paysanne européenne, juste un peu bronzée. Cette double identité et son ascendance africaine semblent avoir dérangé des siècles après sa mort. Mais je dois quand même dire qu'en Italie, en discutant avec des collègues chercheurs, cette histoire n'est pas oubliée, n'a pas du tout été oubliée, et on connaît les doubles héritages et on reconnaît et on célèbre le double héritage d'Alexandre de Médicis. Il y a bien sûr d'autres personnages clés dont je voulais vous parler, notamment un certain Juan Latino, un érudit de Grenade du XVIe siècle, mais nous n'avons pas de portrait de lui. Passons donc aux eaux dangereuses du XVIIIe siècle qui ont fait l'objet de recherches sur les Lumières ainsi que sur l'esclavage colonial dans l'Atlantique et l'océan Indien. Je suis 18e de formation, donc c'est une période qui me fascine tout particulièrement et dont je voudrais un petit peu parler. Alors, je veux vous parler du théologien intellectuel du XVIIIe siècle, Jacobus Kapitein. Également, il a été amené au pays bas lorsqu'il était enfant, réduit en esclavage. Regardez le portrait, il est assez magnifique, digne, présenté comme un érudit qu'il était, regardant un peu de côté. Jacobus, comme Juan Latino que je viens de mentionner, ont eu le soutien incroyable de l'Église chrétienne. La religion et les aléas de la vie ont façonné le parcours de Jacobus. Il est issu d'une éducation européenne et bénéficie des privilèges accordés à ceux qui sont considérés comme des personnages exceptionnels. Il est également considéré comme l'intermédiaire par lequel une partie de l'élite européenne a tenté de mettre en œuvre ses aspirations civilisatrices et salvatrices. Il faisait partie de la classe des intermédiaires, la classe tampon, que Michael Gomez, le chercheur Michael Gomez, dit de lui que, en fait, Jacobus est un marqueur, voire une arme de la modernité. Nous savons très peu de choses sur les premières années de Kapitein. On sait cependant que quand il avait environ 7 ans, il a été acheté par un capitaine néerlandais nommé Arnould. Ce nouveau propriétaire a amené le jeune garçon à Chama, l'actuel Ghana. Il l'a offert en cadeau à un marchand employé par la puissante Compagnie des Indes occidentales, un Néerlandais appelé Jacob van Gogh. Van Gogh quitte le Ghana en 1727 avec Kapitein. Ce que nous savons de la relation entre les deux hommes vient de ce qu'a écrit Kapitein.
Il a fait l'éloge de Van Gogh, il a expliqué que la relation était celle d'un père à son fils. Capitaine n'a fait aucune mention du fait qu'il avait été enfant esclave. On a parlé du rôle on a peu parlé en fait du rôle du Pays-Bas dans l'histoire de l'esclavage, de l'expansion coloniale, etc. On ne trouve rien de cela dans les écrits de Capitaine. Alors, il voyage ensuite à La Haye avec Van Gogh, qui possédait une maison. 2 ans après son arrivée, il va rencontrer un homme qui s'appelait Johann Manger. C'est un pasteur de l'église réformée d'origine allemande, et Manger va avoir un impact important sur lui. Alors, à travers les écrits de Capitaine, on apprend que La Haye et l'ensemble du pays était une source de fierté nationale. La position de Manger était un peu moins rigide que certains à l'époque, mais sous les encouragements de Manger, Capitaine apprend le français. Il est encouragé à aller à l'université et en 1735, il est baptisé. Il rejoint l'université, la très prestigieuse université à l'époque, toujours prestigieuse aujourd'hui, l'université de Leiden 2 ans plus tard. Alors, Capitaine devient célèbre et devant un parterre d'érudits, il défend sa thèse. Les gens le considéraient à la fois comme une anomalie et comme un prodige. Sa position est assez spéciale, c'est-à-dire sa thèse intitulée « Dissertation politico-théologique concernant l'esclavage comme non contraire à la liberté chrétienne ». Alors, ce que dit Capitaine, c'est que la liberté viendra au paradis, il faut être baptisé. Et que finalement, les personnes asservies, c'est terrible, mais en fait, il faut aspirer à la liberté, à une liberté spirituelle. Il montre aussi que la Bible ne promeut pas nécessairement l'esclavage, mais que l'esclavage est plutôt le résultat de l'effort humain. Bon, on peut en discuter. Hein. Alors, c'est un point de vue intéressant, qui a été démonté par lui-même lorsqu'il se retrouve en Afrique. Il va à l'Afrique essayant de sauver ces pauvres Africains. Il arrive en Afrique, sur les côtes africaines, il va rencontrer des colons néerlandais, comme lui, mais ces colons néerlandais bien moins éduqués le considèrent comme un sous-homme. Il va mourir pauvre, endetté et oublié de tous. Mais pendant que cela se produisait aux Pays-Bas, un autre Africain européen va occuper le devant de la scène en France. Alors, bon, certains d'entre vous ont déjà entendu parler, mais je ne peux pas faire une présentation sans parler de lui. Pas seulement parce qu'il est très beau, mais parce que, voilà, c'est un trésor national. Nous avons en effet l'histoire de l'étonnant maître d'escrime et prodige de musique, Joseph Boulogne, dit le chevalier de Saint-Georges, fils d'un propriétaire de plantation et d'esclaves et d'une esclave du Sénégal. Son père l'amène à Paris, qui était aussi caraïbène. Son père l'amène à Paris et lui assure la formation des meilleurs professeurs de France, car il en a les moyens. La vie de Joseph est encore une fois incroyable. Il est noble, il est anobli lui-même. Il va se retrouver dans l'aristocratie, célébré, festoyé. Je n'aime pas trop faire des publicités pour des films, mais bon, je vais en faire un petit peu quand même. J'ai été consultante d'un film qui s'appelle Chevalier, qui est sur Disney, quelquefois sur Netflix. Bon. Mais ce que je voudrais dire, c'est que j'ai été consultante, mais ils ne m'ont pas toujours écoutée. Alors, regardez avec une pincée de sel. Alors, que dire de Joseph? Chose étonnante, noble qu'il est, il rejoint les révolutionnaires. Mais les révolutionnaires ne lui font pas confiance. Il va être emprisonné. Mais avant cela, il travaille avec les meilleurs musiciens d'Europe, avec Joseph Handel. Il voyage à Londres notamment plusieurs fois. Il se bat en duel amical, avec le ou la fabuleuse espionne noble, transgendre, chevalier ou chevalière d'Éon. Finalement, Napoléon revient au pouvoir. Sa musique est supprimée de tous les répertoires. Et il faudra attendre 2014, sous François Hollande, pour que l'État français le réhabilite formellement et lui rend hommage dans une très, très belle cérémonie
au Jardin du Luxembourg. Bien sûr, j'étais en larmes. Sa musique est magnifique et je vous invite vraiment à l'écouter. Alors, nous sommes au XVIIIe siècle. Le regard des personnes esclavisées d'ascendance africaine va complètement changer. Alors, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, il y a des représentations de plusieurs choses. Alors, vous pourriez me dire que cette iconographie n'est pas de l'art, mais l'iconographie de l'abolition est assez intéressante, notamment en Grande-Bretagne, parce qu'une personne de goût, une personne qui suit la mode, est aussi une personne qui va porter ses broches avec ses images abolitionnistes. Et c'est aussi une personne qui va boycotter, bien sûr, le sucre. Mais on voit des tasses de thé avec ces images abolitionnistes qui ont été conçues par William Hackwood, réalisées par le potier Josiah Wedgwood. Je pense que c'est une forme d'expression artistique qu'on qualifierait aujourd'hui de l'art engagé, vraiment. Alors, je rappelle aussi que pendant que la Grande-Bretagne était en train d'abolir d'abord la traite en 1807 et l'esclavage en 1833, certains partaient à la conquête de l'Afrique. Certains, quelquefois, c'était même les mêmes, c'est-à-dire des abolitionnistes qui finançaient, investissaient dans les expositions coloniales qui avaient pour but d'acquérir et de conquérir des territoires africains, tous à la recherche, je dis tous, les Français, les Britanniques, même les Allemands, puisque on va parler au XIXe siècle de l'Allemagne qui va partir, vous connaissez tous la conférence de Berlin, ils vont tous essentiellement partir, non pas tellement à la quête de l'or, ou même de l'or blanc, comme était appelé le sucre, mais à la recherche du caoutchouc naturel, qui va transformer complètement l'industrie européenne au XIXe siècle et au XXe siècle. En 1807, la traite est abolie par le Parlement britannique, mais la France est en guerre contre la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne gagne la guerre, de sorte que Napoléon est forcé d'accepter les conditions du vainqueur, en 1815. Des débats entiers ont été menés sur les raisons morales et économiques pour lesquelles la Grande-Bretagne a dû arrêter le commerce. Je ne vais pas m'étaler dessus. Je veux juste souligner que pendant ce temps, la représentation des Africains européens connaît un tournant assez singulier. Je vais juste partager avec vous quelques images qui peuvent être en surface complètement en contradiction avec ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Nous avons des batailles au XIXe siècle, XVIIIe et XIXe, la guerre de 7 ans, les scandales, la corruption du monde des affaires à Londres, la loi d'Holben de 1789 qui limite le nombre d'esclaves sur les bateaux britanniques. Nous avons l'abolition, les deux abolitions. Nous avons Napoléon vaincu. Nous avons la Grande-Bretagne qui contrôle les océans, menant l'abolition tout en travaillant activement à coloniser l'arrière-pays en Afrique. Nous avons le développement de l'eugénisme et du soi-disant racisme dit scientifique avec Francis Galton pour les Anglais et le baron de Buffon en France et bien d'autres, qui essaient de faire valoir le fait que les personnes d'ascendance africaine sont biologiquement sous-humaines. Et puis, nous avons la scène artistique qui présente ces personnes d'une manière différente. Elles sont richement vêtues, mais aussi non asservies. En tout cas, dans certains cas. Ici, nous avons le portrait de Marie-Guillemine Benoît, rebaptisé Portrait de Madeleine il y a quelques années, après l'exposition des modèles noirs dans l'art européen, qui visait justement à redonner la parole à ceux qu'on appelait les modèles inconnus. L'exotisation et la sexualisation de Madeleine sont indéniables, pourtant on y voit un regard de côté, presque triste, capturé par le beau travail de l'artiste. Portrait qui pourrait être le symbole peut-être d'une histoire tourmentée, car la France, à l'époque, est impliquée dans la traite. La France abolit la traite en 1794, puis la rétablit. Napoléon la rétablit en 1802. Je rappelle que la France est la première en Europe à l'abolir. Napoléon la rétablit pour finalement, et en 1848, l'esclavage est encore aboli. Alors, on peut dire que les artistes et les peintres, dans ces cas, ont toujours eu un regard de commentateurs sociaux. Donc, je vais vous montrer autre chose. Ici, nous avons Géricault travaillant sur le portrait d'une jeune femme noire. Nous n'avons pas la date exacte. Ce portrait, le titre de ce portrait a été changé aussi. Puis, je vais vite.
Je pourrais passer un temps fou sur chaque image. Alors, nous avons ici le portrait d'un homme appelé Joseph, 1818. On ne peut s'empêcher d'être frappé par l'intensité du regard, en tout cas c'est un regard qui m'émeut. Il est perçant, il regarde l'objet, il regarde loin, mais on sent que l'artiste est complètement fasciné par lui. Et je dirais même hypnotisé. De la même manière, la même année, Géricault produit le célèbre Radeau de la Méduse, qui racontait l'histoire d'un naufrage, une histoire sur la façon dont l'incompétence a conduit au désastre, à la mort et à la famine, une histoire qui a secoué la France à l'époque. Donc on retrouve Joseph dans plusieurs peintures de Géricault. Alors, ces histoires de l'implication de la Grande-Bretagne et de la France dans la traite des êtres humains ne concernent pas seulement deux pays. C'est une histoire européenne, c'est aussi l'histoire de la construction d'une identité commune, autant qu'une question de rivalité et de richesse. Je veux partager avec vous une histoire d'implication nordique, parce que bien souvent, on dit que l'Europe du Nord n'a pas participé à tout ça. Une figure reste inscrite dans la mémoire collective suédoise en relation avec la perception des corps noirs. Vous avez ici Pierre-Louis Alexandre, également connu sous le nom de Jean-Louis Pierre, P.L. Alexandersen, Zwarte Pedro, ou plus négativement, Negern Petersen. Il est né en Guyane française en 1844, 4 ans avant l'abolition de l'esclavage en 1848. Il arrive à Stockholm en 1863 à l'âge de 19 ans. Après avoir travaillé sur les docks, il est devenu un modèle très populaire pour l'Académie suédoise des beaux-arts. L'étonnante tête en terre cuite sculptée par Werner Ackermann en 1885 montre cet homme noir d'une quarantaine d'années avec une ligne de cheveux légèrement fuyante, quelques rides, souriant légèrement, regardant de côté. C'est une très belle œuvre d'art. Ackermann a en fait remporté une médaille royale et une bourse pour cette œuvre d'art qu'il a intitulée Sambo. Alors, Sambo ou Sambo était au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle un terme péjoratif pour nommer les personnes d'ascendance africaine. C'est un exemple de ce que, enfin, j'ai emprunté le terme à Cédric Robinson, pour moi c'est un exemple de ce qui pourrait être le capitalisme racial. Alors, Cédric Robinson parle de racial capitalism, capitalisme racial. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cela signifie, en tout cas, la manière dont on s'enrichit en utilisant les histoires, les expériences, le travail, les représentations des corps noirs. Pierre, lui, est également régulièrement exotisé dans des portraits par d'autres artistes suédois. On le voit ailleurs portant une épée, un long couteau, portant un turban jaune flamboyant, découvrant sa poitrine. Il apparaît dans de nombreux tableaux censés représenter l'Afrique, même s'il est très probable qu'il n'ait jamais mis les pieds en Afrique. Nous savons très peu de choses sur lui et sur ce qui lui est arrivé après sa carrière de modèle pour ces différentes artistes. Cependant, en plus des représentations, la Suède au XIXe siècle connaît elle aussi une prolifération des discours coloniaux dans l'écriture et l'éducation historique, c'est-à-dire que le fait que la Suède, mais aussi le Danemark, la Norvège, disent qu'ils n'ont jamais plongé, s'intéressé, n'ont jamais fait l'esclavage transatlantique. Bon, la vérité, je suis 18e-liste, on retrouve des noms de Suédois dans des bateaux de la traite, des bateaux français, mais aussi des bateaux anglais. C'est-à-dire qu'ils ont essayé vraiment très fort, mais les Français, les Britanniques et les Portugais ne leur ont pas laissé la place. Voilà. Et cela a été transformé. Nous n'avons jamais fait ça. Alors, je veux conclure brièvement. L'histoire des Africains européens est une histoire de résilience, d'activisme, de lutte, de rencontre, de traumatisme, de collaboration, mais aussi d'amitié et d'échange. C'est une histoire riche, trouble, difficile, mais importante dans la construction de l'identité européenne. Le silence aux abords du discours dont je vous ai parlé est en fait une amnésie partielle, car ces Africains européens ont joué un rôle important dans la grande histoire européenne. Ils n'ont pas commencé par être esclaves en Europe, ils n'ont pas commencé par arriver à se battre pour la mère patrie entre les deux guerres, ils n'ont pas commencé à arriver après-guerre dans les années 50. Nous avons par exemple l'ADN
d'un squelette mésolithique découvert en 1903 dans la grotte dans le Somerset, en Angleterre, qui a été analysé, et on découvre que celui qu'on a appelé le Chadderman a vécu il y a environ 10 000 ans. Il est le plus ancien squelette presque complet de notre espèce, des Homo sapiens, jamais découvert en Grande-Bretagne. Et on en a découvert d'autres. Donc la présence africaine en Europe date bien plus longtemps que ça. L'histoire, la science, l'anthropologie et d'autres chercheurs nous montrent que les Africains européens sont en Europe depuis longtemps, se replient sur soi. Ces discours sur une identité européenne basée uniquement sur la couleur, cette forteresse de l'Europe, nous ont fait oublier, continuent de nous faire oublier que nous avons des origines et une humanité commune. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de partager une partie de ces histoires d'Africains européens aujourd'hui. J'encourage les gens à se tourner vers ces œuvres d'art, pas seulement comme des formes d'expression artistique, mais aussi comme des outils de recherche qui nous permettent de faire une nouvelle lecture des histoires ou des histoires d'Européens et d'Africains. Alors, je termine avec ceci. Des couvertures de mon livre traduit à travers l'Europe. Chaque couverture raconte une histoire très distincte et une relation avec les peintures. Mais une chose très importante a été la traduction du titre. Mon éditeur français a mis un doigt sur un point crucial, qui est la difficulté que le public français aurait à comprendre ou à accepter le terme africain-européen. Vous voyez que le terme apparaît tel quel sur toutes les couvertures, c'est-à-dire en italien, en allemand, en portugais, en espagnol, en basque, mais pas en français. Je vous remercie.